Ce ne sont pas les événements de notre vie qui nous limitent, mais l'histoire qu'on s'en raconte. Et ça, c'est de Tony Robbins. Si tu écoutes cet épisode, c'est probablement que le thème des croyances limitantes t'interpelle déjà. Tu as peut-être déjà identifié certaines de ces phrases intérieures qui reviennent en boucle. Je ne suis pas assez, ce n'est pas pour moi, je n'y arriverai jamais. Et tu sais, ces pensées qui semblent avoir toujours été là, comme un fond sonore de notre quotidien. Et même lorsqu'on en prend conscience, elles peuvent rester collées à nous comme une seconde peau. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse un pas de côté, qu'on cesse de se demander comment s'en libérer et qu'on s'interroge plutôt sur d'où elles viennent. Pourquoi croit-on à ce qu'on croit ? Comment se fait-il qu'une simple phrase entendue enfant puisse encore guider ou freiner toute une vie d'adulte ? Pourquoi est-ce parfois si difficile de changer de regard sur soi, même après des années de travail personnel ? C'est à ces questions que cet épisode va répondre, en allant chercher du côté des neurosciences, de l'épigénétique, de la psychologie et bien sûr de mon domaine de prédilection, la kinésiologie. Parce qu'on ne peut pas transformer ce qu'on ne comprend pas, ou du moins ce que notre inconscient ne comprend pas. Alors je t'invite déjà à un petit exercice d'introspection avant de commencer. Quelles sont les phrases que tu as entendues toute ta vie ? Celles que l'on t'a répétées, parfois avec tendresse, parfois avec agacement. Celles que tu as peut-être entendues une seule fois, mais qui ont laissé une trace. Alors, je t'en propose, après tu verras ce qui te parle, et puis celles qui justement sont restées ancrées. Tu es trop sensible. L'argent, ça se mérite. Ne rêve pas trop grand. Tu n'es pas doué pour ça. Ou c'est comme ça dans notre famille. Et maintenant, demande-toi, qui t'a transmis cette croyance ? Dans quel contexte est-elle née ? Et surtout, est-elle encore vraie aujourd'hui ? Dans cet épisode, on va explorer 4 grandes origines des croyances limitantes. Le fonctionnement de notre cerveau et les biais cognitifs qui les entretiennent, les transmissions éducatives, culturelles et sociales, l'héritage biologique et transgénérationnel à travers l'épigénétique, et enfin, les influences plus subtiles comme l'effet Pygmalion ou les mémoires inconscientes. Car plus on comprend les racines du croyance, plus on peut s'en détacher. Et parfois, il suffit d'un éclairage nouveau pour qu'une vieille croyance perde toute sa puissance. Est-ce que tu es prête ? Alors on y va. Bienvenue dans Mystère sacré du corps, le podcast qui éclaire les liens subtils entre tes croyances, tes émotions et leur impact sur ta santé physique et spirituelle. À travers des réflexions profondes, des méditations guidées et des pratiques énergétiques, je t'invite à explorer ton potentiel, à te libérer de tes blocages et à créer une vie alignée avec ton essence profonde et le monde spirituel qui t'entoure. Je suis Julie Montagnard-Rentier, fondatrice avec Lionel de l'Éther d'accueil, kinésiologue et énergéticienne depuis 15 ans. J'accompagne celles et ceux qui souhaitent faire de l'accompagnement holistique leur vocation en proposant des formations et des stages pour incarner pleinement leur mission de vie. Ensemble, marchons sur les sentiers de la conscience, façonnons de nouveaux chemins neuronaux et ouvrons des portes vers une transformation intérieure profonde. Plonge dans cette alliance du vivant avec moi, où corps et âme s'unissent dans l'amour et la joie. Bienvenue dans cet espace de découverte et d'évolution. Pour comprendre pourquoi nos croyances limitantes s'ancrent si profondément, il faut d'abord comprendre comment notre cerveau fonctionne. Alors pas d'inquiétude, je ne vais pas te faire un cours de bio, mais ça me semble important d'aller vraiment dans le détail, dans le système, dans la compréhension, pour pouvoir justement ensuite agir. Alors notre cerveau est une machine puissante, mais bien sûr il n'est pas parfait. Il cherche avant tout à économiser de l'énergie et à rendre la vie plus simple en créant des raccourcis. Ces raccourcis,
ce sont des schémas de pensée, des connexions neuronales qui se renforcent avec le temps. Et ce processus s'appelle la plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale, c'est un concept fascinant qui montre à quel point notre cerveau est vivant, adaptable et surtout capable de changer à tout moment de notre vie. Ça, c'est super. Contrairement à l'idée reçue qu'on aurait un cerveau figé après l'enfance, les neurosciences ont démontré que notre cerveau continue à remodeler ses connexions neuronales en permanence, du berceau jusqu'à un âge avancé. En fait, la plasticité cérébrale, qui est aussi appelée neuroplasticité, désigne la capacité du cerveau à créer, à renforcer, à affaiblir ou à supprimer des réseaux de neurones en fonction de nos expériences, de nos apprentissages et même de nos émotions. Imagine ton cerveau comme un vaste réseau de routes et de chemins. Au début, certains sentiers sont étroits, peu empruntés, voire inexistants. Mais plus tu répètes une pensée, une habitude ou un comportement, et plus ces sentiers y deviennent larges, bien tracés, jusqu'à devenir de véritables autoroutes dans ton cerveau. C'est ainsi que s'ancrent les habitudes, qu'elles soient positives ou négatives. Parce qu'il n'y a pas de jugement de valeur sur l'habitude qui est mise en place. D'un autre côté, les chemins peu utilisés s'effacent petit à petit, ce qui explique pourquoi certaines compétences oubliées ou certains souvenirs s'estompent avec le temps. Ce mécanisme explique aussi pourquoi il est possible de changer nos croyances limitantes en répétant de nouvelles pensées, en vivant de nouvelles expériences et en adoptant de nouvelles habitudes. On peut littéralement réécrire les circuits neuronaux qui pilotent notre façon de penser et d'agir. C'est pas génial ça? La plasticité cérébrale ne se limite pas au domaine intellectuel, elle concerne aussi notre corps et nos émotions, car le cerveau est connecté à tout notre système nerveux. Par exemple, quand on pratique la méditation ou des exercices de relaxation, on modifie le fonctionnement de certaines zones cérébrales liées au stress et à l'anxiété, ce qui améliore notre bien-être global. Cette capacité d'adaptation est un formidable levier de transformation personnelle. Elle nous rappelle que rien n'est figé, que nous ne sommes pas prisonniers de nos anciennes croyances ou habitudes. Alors, avec de la patience et des pratiques régulières, notre cerveau peut s'ouvrir à de nouvelles façons de voir le monde et à des comportements plus alignés avec nos aspirations profondes. La neuroplasticité est donc une source d'espoir immense pour qui veut se libérer de ce qui le freine et avancer vers plus de liberté intérieure. Voilà pourquoi certaines pensées, même négatives, deviennent des réflexes. C'est ainsi que des phrases entendues dans l'enfance, par exemple « tu es maladroite » ou « l'argent c'est dur à gagner ». Ces phrases s'impriment dans notre cerveau et orientent inconsciemment notre comportement, comme si elles étaient des vérités absolues. Mais alors pourquoi est-ce si difficile de s'en défaire? Eh bien parce que notre cerveau y possède ce qu'on appelle le biais de confirmation. Ce biais est un mécanisme inconscient qui pousse notre esprit à chercher des preuves qui confirment ce qu'il croit déjà et à ignorer ou minimiser les preuves contraires. C'est un peu comme un filtre mental qui nous maintient dans notre zone de confort cognitive. Prenons un exemple simple. Si tu as la croyance « je suis nul en maths » et Dieu sait que c'est ma bête noire, moi, les maths, eh bien, chaque erreur dans une opération renforcera cette croyance. Je te l'avais bien dit. Ou, eh bien oui, évidemment, puisque je suis nul en maths. Alors qu'une réussite sera attribuée plutôt à la chance ou au hasard. Notre cerveau va alors ignorer les succès pour protéger la croyance ancienne, même si elle ne nous sert plus.
Ce biais de confirmation est puissant car il crée une boucle auto-entretenue. C'est comme si notre cerveau, pour ne pas se perdre, préférait garder ce qu'il connaît plutôt que de s'aventurer vers de nouvelles vérités, même si ces dernières sont plus bénéfiques. Vous voyez le topo. Mais heureusement, le cerveau est aussi reprogrammable. La plasticité cérébrale ne s'arrête jamais, même à l'âge adulte. En modifiant activement nos pensées, en répétant de nouvelles affirmations positives ou en pratiquant des techniques comme la visualisation, nous pouvons créer de nouveaux réseaux neuronaux plus aidants, plus positifs. Alors, c'est précisément ce sur quoi travaille la kinésiologie. Par le biais du test musculaire, on peut accéder aux mémoires corporelles et aux croyances enfouies dans l'inconscient. Ensuite, grâce à des techniques d'équilibrage énergétique, du tapping ou de visualisation guidée, on montre au cerveau que l'on crée de nouveaux chemins neuronaux et ensuite, libre à la personne de les suivre ensuite. Ce n'est pas une reprogrammation où on oblige quelqu'un à faire quelque chose. C'est d'ailleurs ce qui est un petit peu décrié pour la kinésio. C'est pour ça qu'il y a encore un petit peu des gens réfractaires à cette technique, mais c'est parce qu'en fait, on pense qu'on reprogramme une personne. Non, on montre au corps qu'il y a une autre façon de fonctionner qui est possible et libre ensuite à la personne de suivre ou non ce nouveau chemin. Donc en résumé, nos croyances limitantes sont inscrites dans notre cerveau comme des programmes informatiques. Elles sont profondément ancrées car notre cerveau les renforce par la répétition et nous empêche de les remettre en question par le biais du biais de confirmation. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces programmes peuvent être réécrits. La clé réside dans la prise de conscience, la répétition de nouvelles pensées et l'utilisation de techniques spécifiques pour ancrer ces changements au niveau corporel et neurologique. Si notre cerveau construit des schémas de pensée et des croyances en s'appuyant sur des répétitions et des expériences, alors le rôle de notre environnement est crucial dans la formation de ces croyances limitantes. Dès la petite enfance, nous sommes comme des éponges, absorbant les messages, explicites ou implicites, que nous transmettent nos parents, nos enseignants, nos proches. Ces messages, souvent bien intentionnés, deviennent des vérités fondamentales pour nous. Par exemple, un enfant qui entend fréquemment « fais attention, tu vas tout casser » peut intérioriser l'idée qu'il est maladroit ou incapable. Une autre enfant qui reçoit peu d'encouragement à exprimer ses émotions peut apprendre que ses sentiments ne sont pas importants ou qu'ils dérangent les autres. Donc ces croyances, même si elles semblent anodines à l'extérieur, deviennent des freins puissants lorsqu'elles se transforment en certitudes. Au-delà de la famille, la société et la culture jouent aussi un rôle tout aussi important. Chaque culture véhicule ses propres normes, attentes, jugements qui se traduisent en croyances collectives. Par exemple, dans certaines sociétés, on valorise la réussite matérielle comme la preuve ultime du succès. Dans d'autres, ce sont les valeurs de modestie et de retenue qui dominent. Ces codes, en fait, ils influencent profondément la manière dont nous nous percevons et ce que nous croyons être possible. Il est important de comprendre que ces croyances ne sont pas nécessairement fausses en soi. Elles sont souvent issues d'une volonté de protection, d'adaptation ou de survie dans un contexte donné. Par exemple, un parent qui répète à son enfant « Sois prudent » cherche à le protéger du danger. Mais ce message, répété sans nuance, peut devenir une croyance limitante qui va empêcher l'enfant de prendre des initiatives, de faire confiance à son jugement ou d'explorer librement. Et là, j'avais envie de te proposer aussi de te parler de l'effet Pygmalion. Alors cet effet Pygmalion, il est parfois appelé aussi effet Rosenthal, et c'est un phénomène psychologique qui montre à quel point les attentes des autres
peuvent réellement façonner nos performances et notre estime de soi. Le nom de cet effet vient de la mythologie grecque, où Pygmalion, un sculpteur, est tombé amoureux de sa propre statue, qui prit vie grâce à son amour et ses attentes. En psychologie, cela illustre l'idée que les croyances ou les attentes projetées sur une personne peuvent devenir une prophétie autoréalisatrice. Alors, je ne sais pas si vous saisissez bien le concept, mais en tout cas, c'est cette notion de projection qui est faite sur nous et qui finalement, on est un peu obligé, on se sent obligé de la réaliser. Et c'est un petit peu ces intentions qu'on met aussi sur les enfants, bref, sur toute une série de personnes, des injonctions qui finalement sont très inconscientes, évidemment. Personne, en tout cas consciemment, essaye de mettre en place ces choses-là, mais c'est vraiment de l'ordre de l'inconscient. Et donc, il y a une célèbre étude qui est menée par le psychologue Robert Rosenthal dans les années 60, et qui est en fait une illustration parfaite de cet effet. Et donc, comment ça s'est passé ? Il est allé voir des enseignants et il leur a dit qu'un certain groupe d'élèves, choisis au hasard, était destiné à avoir une forte progression intellectuelle durant l'année scolaire. Résultat, ces élèves montrèrent effectivement une amélioration significative à leurs tests. Pourquoi ? Parce que les enseignants, inconsciemment, leur accordaient plus d'attention, d'encouragement et de soutien, modifiant ainsi le comportement des élèves et leur confiance en eux. En d'autres termes, les attentes positives ont influencé positivement leurs résultats. C'est pas merveilleux ? Cela fonctionne aussi dans l'autre sens. Si un enfant grandit dans un environnement où il entend des messages comme « tu es timide »,« tu n'es pas fait pour réussir » ou « tu es nul en sport », il peut intégrer ces jugements comme des vérités profondes. Ces croyances, répétées et renforcées par les attitudes de son entourage, vont s'ancrer dans son inconscient et limiter ses actions futures. Le cerveau, à travers la plasticité neuronale, consolide ces idées comme des schémas rigides. Dans la kinésiologie, on observe que ces croyances limitantes, issues de l'effet Pygmalion, peuvent être identifiées grâce aux tests musculaires, j'en ai déjà parlé. Le corps, mémoire profonde et subconsciente, révèle souvent ces messages intérieurs que le mental ne perçoit pas toujours clairement. En travaillant sur ces croyances avec des techniques comme le tapping, la visualisation ou les équilibrations énergétiques, il est possible de déconstruire ces limitations et de reprogrammer une nouvelle image de soi, plus positive et libre. Alors bien sûr, la kinésiologie, j'en parle parce que je connais bien ces techniques, mais il est évident qu'il y a des tas d'autres techniques alternatives qui vont aussi pouvoir libérer tout ça. Ainsi, l'effet Pygmalion nous rappelle combien l'environnement social, familial ou scolaire joue un rôle fondamental dans la formation de nos croyances. Et la bonne nouvelle, c'est que par la prise de conscience et les outils adaptés, nous pouvons renverser ces influences pour créer une réalité plus en accord avec nos véritables potentiels. Un autre facteur clé est ce que les psychologues appellent la socialisation primaire. L'apprentissage des règles sociales, des rôles et des comportements adaptés à notre groupe culturel et familial. Ce processus forge notre identité, mais peut aussi enfermer dans des cadres rigides et limitants. Prenons l'exemple des rôles genrés. Beaucoup de femmes ont grandi avec la croyance implicite qu'elles doivent être douces, conciliantes ou moins ambitieuses que les hommes. Dieu merci, ça change. Ces croyances façonnent leur comportement professionnel et personnel, souvent sans qu'elles en aient pleinement conscience. La bonne nouvelle est que prendre conscience de ces influences est la première étape vers la libération. En comprenant d'où viennent ces croyances, on peut commencer à les questionner. Par exemple, se demander « Cette croyance vient-elle vraiment de moi ? Est-ce que je veux encore la garder ? Est-ce qu'elle m'est toujours utile aujourd'hui ?» Cette étape de questionnement est essentielle dans tout travail de développement personnel. C'est nous qui choisissons ce qu'on veut faire évoluer. En identifiant l'origine des croyances limitantes,
on peut travailler à les déprogrammer plus efficacement. C'est un processus qui demande du temps, de la patience, mais qui s'appuie sur la science et la compréhension du fonctionnement humain. Des recherches en psychologie montrent par ailleurs que certaines croyances se transmettent non seulement par l'éducation directe, mais aussi par ce qu'on appelle la transmission transgénérationnelle. C'est-à-dire que des traumatismes, des peurs ou des valeurs se transmettent à travers les générations, parfois de manière inconsciente. Cela peut se faire via des récits familiaux, des comportements, mais aussi des mécanismes biologiques encore étudiés par la science. En conclusion, notre éducation, notre famille et la société constituent le terreau fertile dans lequel poussent nos croyances limitantes. En les identifiant, en comprenant leur origine et leur utilité passée, nous pouvons amorcer un processus de transformation. Et cette transformation est la clé pour accéder à une vie plus libre, alignée avec nos aspirations profondes. Et donc la science moderne, notamment la neuroscience, la psychologie et l'épigénétique, nous offre aujourd'hui des clés précieuses pour comprendre comment se forment et se transmettent nos croyances limitantes. Donc comme nous l'avons vu, maintenant on sait que notre cerveau, c'est un organe plastique. Ça signifie qu'il peut se remodeler tout au long de notre vie. C'est la base même de notre capacité d'apprentissage, d'adaptation et aussi de changement des croyances. Ça, je pense que maintenant, on l'a compris. Quand une croyance se forme, elle correspond à un réseau neuronal qui s'est renforcé avec la répétition. Ça aussi, je l'ai déjà dit. Par exemple, le cerveau crée des connexions renforçant une idée, et puis plus elle est répétée, plus elle s'imprime profondément, et puis elle devient une croyance automatique. On n'y réfléchit même plus. Ça explique parfois pourquoi c'est si difficile de changer une habitude, quelque chose pour lequel le cerveau nous dit « c'est bien ce que tu fais, c'est très bien, continue, ça nous aide ». Eh bien non, en fait, là pour l'instant, si moi j'ai envie d'arrêter de fumer, je vais avoir justement tout mon cerveau qui va me dire « ne le fais pas, ça ne va pas nous aider », alors que vous savez que c'est plutôt bon à la santé. Et donc, dans tout ça, il va falloir mettre en place des pratiques régulières qui vont aller remplacer, ou en tout cas qui vont aller approfondir le besoin de fumer, par exemple, mais ça peut être n'importe quelle autre habitude. Et en remplaçant tout ça, en mettant du positif, on va pouvoir justement inverser la tendance et répondre aux besoins, qui est le plus important finalement. Alors en psychologie cognitive, on apprend à comprendre comment les croyances limitantes s'ancrent durablement dans notre esprit. Au cœur de ce processus, il y a ce qu'on appelle les schémas cognitifs. Ce sont des structures mentales qui organisent la façon dont nous percevons, interprétons et stockons les informations sur nous-mêmes et le monde autour de nous. Ces schémas se construisent très tôt, souvent dans l'enfance, en réponse à nos expériences répétées et aux messages que nous recevons. Par exemple, un enfant qui grandit dans un environnement où il entend souvent « tu n'es pas capable » développera un schéma interne de doute et d'insécurité qui colore ensuite toutes ses perceptions et réactions. Ces schémas fonctionnent un peu comme des filtres ou des cadres de référence. Ils influencent ce que nous remarquons et comment nous donnons du sens aux événements. Mais ils peuvent aussi être distordus, et c'est là qu'interviennent plusieurs biais cognitifs différents qui déforment notre perception et renforcent les croyances limitantes. Par exemple, il y a le biais d'abstraction sélective, qui consiste à focaliser son attention sur un détail négatif isolé, tout en ignorant les aspects positifs ou neutres. Ça, des fois, on est les champions pour faire ça. Imaginons que tu fasses une présentation et que tu te focalises uniquement sur une phrase maladroite, oubliant que le reste a été clair et apprécié. Ce biais va renforcer une image négative de toi-même qui n'est pas fidèle à la réalité. Alors, il y a un autre biais aussi, qui est celui de personnalisation, qui nous pousse à nous attribuer à tort la responsabilité d'événements négatifs, même quand ils sont hors de notre contrôle. Par exemple, si un projet échoue, on peut se dire « c'est de ma faute ».
même si plusieurs facteurs ont joué. Ce biais peut renforcer un sentiment d'échec et d'impuissance, alimentant des croyances du type « je ne suis pas assez compétente ». Un autre biais courant est le biais de catastrophisation, qui consiste à imaginer systématiquement le pire scénario possible. Ce schéma mental amplifie l'anxiété et la peur et peut nourrir des croyances telles que « si je me lance, ça va forcément mal tourner ». La psychologie cognitive nous propose des outils pour débusquer ces distorsions mentales. La technique de restructuration cognitive, utilisée notamment en thérapie cognitive comportementale, consiste à observer ces pensées automatiques, à vérifier leur véracité et à les reformuler pour qu'elles soient plus nuancées et adaptées. Par exemple, au lieu de penser « je suis nul en tout », on apprend à dire « j'ai eu des difficultés ici, mais j'ai aussi des réussites ailleurs ». Cette démarche permet peu à peu de désamorcer les schémas négatifs et de libérer de nouvelles perspectives. Alors moi, c'est vrai que souvent, en stage, quand j'entends justement « mais qu'est-ce que je suis bête, oh j'y suis pas arrivée », tout de suite, je fais répéter l'inverse, je suis intelligente, j'y arrive très bien. Voilà, ces petites choses comme ça. Bref, toi, tu prends ce qui te plaît le plus. Comprendre ces mécanismes, c'est s'offrir une clé précieuse pour déprogrammer les croyances limitantes et ouvrir la voie à plus de liberté intérieure. Cela demande du temps et de la pratique, mais c'est une voie puissante pour reprendre le contrôle de sa pensée, sortir des cycles répétitifs et surtout avancer vers ce que l'on souhaite vraiment pour nous. Et alors, l'une des découvertes les plus fascinantes des dernières décennies dans le domaine des sciences de la vie, c'est celle de l'épigénétique. Cette discipline nous révèle que nos gènes, bien que constituant le plan de base de notre organisme, ne sont pas gravés dans le marbre. En effet, l'expression de ces gènes, c'est-à-dire la façon dont ils s'activent ou se désactivent, peut être modifiée par notre environnement, nos expériences, notre alimentation, notre état émotionnel et même par des traumatismes vécus. Ces modifications ne changent pas la séquence de l'ADN elle-même, mais elles agissent comme des interrupteurs ou des marques chimiques qui régulent l'activité des gènes. Moi, je trouve ça génial. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que certaines de ces modifications épigénétiques peuvent être transmises de génération en génération. Cela veut dire que les expériences vécues par nos parents, nos grands-parents, voire des ancêtres plus lointains, peuvent laisser une trace invisible dans notre propre biologie. Ces traces peuvent influencer notre sensibilité au stress, nos réactions émotionnelles et même nos croyances profondes. Un exemple emblématique de cette transmission épigénétique est l'étude menée sur les descendants des survivants de la famine hollandaise de 1944-1945. Cette famine extrême a laissé des marques sur l'ADN des enfants et petits-enfants de ces personnes. Des chercheurs ont observé que ces descendants présentaient un risque accru de troubles métaboliques comme le diabète ou des maladies cardiovasculaires, suggérant que les conditions extrêmes vécues par leurs ancêtres avaient modifié l'expression de certains gènes liés au métabolisme. Non mais vous vous rendez compte, mais c'est un truc, je trouve, génial. Enfin génial dans le sens incroyable et dans le sens de comment on peut être impacté par notre transgénérationnel. Un autre exemple significatif concerne les études sur les survivants de l'Holocauste et leurs enfants. Des travaux ont montré que ces descendants présentent souvent une sensibilité émotionnelle accrue, notamment une plus grande réactivité au stress. Sur le plan biologique, cette réactivité serait liée à des modifications épigénétiques sur des gènes impliqués dans la régulation de la réponse au stress. Ces changements pourraient expliquer pourquoi certains traumatismes familiaux se transmettent parfois de manière inconsciente, influençant les croyances et les comportements des générations suivantes, alors qu'elles n'ont pas connu les mêmes choses dans leur vie. Ce phénomène s'observe aussi chez des animaux. Par exemple, des expériences sur des souris ont montré que des traumatismes vécus par une génération, comme une exposition à un stress intense,
pouvaient modifier la réponse au stress de leurs descendants via des mécanismes épigénétiques. Ces découvertes donnent une nouvelle dimension à la compréhension des croyances limitantes. Elles ne sont pas seulement le fruit de notre éducation ou de nos expériences personnelles conscientes, elles peuvent aussi refléter un héritage biologique, une mémoire inscrite dans nos cellules qui transmet peur, blocage, réactions émotionnelles, souvent difficiles à comprendre. Ainsi, une peur intense de manquer d'argent, ou de réussir ou de s'affirmer, peut parfois trouver son origine dans un vécu familial traumatique, comme la pauvreté, la répression ou la violence, dont les effets se sont imprimés dans notre patrimoine épigénétique. Ce sont des sortes de programmes silencieux, entre guillemets, qui influencent nos comportements sans que nous en ayons pleinement conscience. Mais l'épigénétique porte également un message d'espoir. Ces marques ne sont pas définitives ni immuables. Notre mode de vie, nos pensées, nos émotions et nos choix peuvent modifier à leur tour l'expression de nos gènes. Ainsi, travailler sur nos croyances, gérer nos émotions, si on peut dire ça comme ça, et pratiquer des techniques corporelles ou énergétiques participe à réécrire ce patrimoine invisible. Cela ouvre la voie à une transformation profonde qui agit à la fois sur l'esprit, le corps et même sur notre lignée, offrant une véritable libération sur plusieurs plans. Les émotions sont comme des amplificateurs puissants pour nos souvenirs et nos croyances. Les neurosciences nous enseignent que ce n'est pas seulement l'information en elle-même qui s'ancre dans notre cerveau, mais c'est surtout la charge émotionnelle qui est attachée. Quand une expérience est vécue avec une forte intensité émotionnelle, elle laisse une empreinte bien plus durable que des faits neutres ou anodins. C'est ce qu'on appelle la mémoire émotionnelle. Par exemple, un enfant qui entend souvent des critiques sévères ou des jugements négatifs va associer ses paroles à une émotion de peur, de rejet ou de tristesse. Ces émotions s'inscrivent profondément dans le cerveau, plus précisément dans une petite structure appelée l'amygdale, qui joue un rôle clé dans la gestion des émotions, notamment la peur et l'alerte face au danger. Cette mémoire émotionnelle est comme un signal d'alarme permanent qui peut se réactiver sans que nous en ayons conscience. Parfois, une situation actuelle, qui ressemble même vaguement à l'événement d'origine, peut réveiller cette mémoire, déclenchant alors des réactions automatiques. Anxiété, blocage, fuite, colère. C'est ce qui explique pourquoi certaines croyances limitantes semblent tellement puissantes, comme si elles étaient gravées dans notre corps et dans notre esprit. Alors c'est pourquoi elles ne sont pas juste des pensées, mais des émotions ancrées, prêtes à déclencher des comportements inconscients qui nous maintiennent dans des schémas répétitifs. Donc, le cerveau a cette incroyable capacité à associer les émotions à des contextes très précis. Un lieu, une odeur, un son ou même un mot peut suffire à rallumer cette mémoire émotionnelle. Et là, c'est pareil, si je vous dis de vous rappeler la couleur orange, et tout de suite, vous allez penser à certaines choses et votre cerveau va faire cette association de pensée, peut-être très longue pour certaines personnes. Mais en tout cas, ça va vous rappeler des choses. Et une odeur, c'est pareil, un son. Bref, tout ça, tout ce qui va faire participer vos 5 sens, eh bien, c'est comme ça que, justement, ça va redéclencher de la mémoire. Et donc, c'est pourquoi c'est si parfois difficile de changer nos croyances limitantes. Elles sont soutenues par un système émotionnel très réactif et ancien, mais comprendre ce mécanisme, c'est déjà un pas immense vers la liberté. Car en travaillant sur les émotions, en les accueillant, en les apaisant, on peut peu à peu désamorcer ces mémoires anciennes, réduire leur emprise et ainsi libérer de nouvelles croyances plus constructives et plus légères. Et donc, grâce à ces découvertes, les approches thérapeutiques modernes combinent souvent travail cognitif, émotionnel et corporel pour déprogrammer les croyances limitantes. Donc, par exemple, la kinésio agit sur le corps et l'énergie pour identifier les blocages et faciliter la libération émotionnelle.
L'EFT, le tapping, combine stimulation tactile et travail émotionnel pour rééquilibrer le système nerveux. La méditation et la pleine conscience permettent d'observer ses pensées et émotions sans jugement, créant un espace pour ne plus être prisonnier des automatismes. Enfin, la répétition d'expériences nouvelles et positives aide à consolider de nouveaux réseaux neuronaux, indispensables pour remplacer durablement une croyance limitante par une croyance ressource. Et donc tout au long de cet épisode, on a pu voir à quel point nos croyances limitantes sont bien plus que de simples pensées négatives. Elles sont le fruit d'un processus complexe qui mêle expérience personnelle, influence familiale et sociale, et aussi des mécanismes biologiques profondément ancrés dans notre cerveau et même dans notre héritage génétique. Comprendre ses origines, c'est se donner la chance de ne plus subir ces limitations inconscientes, mais au contraire d'agir avec conscience et puissance pour les transformer. La science nous offre aujourd'hui des outils puissants, neuroplasticité, psychologie cognitive, épigénétique, et le travail sur les émotions et la mémoire nous ouvre la voie vers une guérison profonde. Je t'invite donc à devenir l'exploratrice de tes propres croyances. Observe au départ sans jugement. Observe ce qui te limite, ce qui t'empêche d'avancer. Et ensuite, tu vas aller interroger l'origine, qu'elle soit dans ton histoire ou plus loin, et offre-toi le cadeau d'un changement durable. Tu n'es pas condamné à porter ces croyances, tu as en toi la capacité de les transformer, pas à pas, avec douceur et détermination. Dans les prochains épisodes, nous continuerons à explorer des pistes concrètes pour accompagner ce travail intérieur avec des techniques simples, des exercices pratiques et des témoignages inspirants. En attendant, prends un moment pour te connecter à cette intention. Qu'est-ce que tu souhaites libérer aujourd'hui ? Quelle croyance es-tu prête à remettre en question pour t'ouvrir à plus de liberté ? Merci de m'avoir écouté et à très vite pour la suite de ce chemin vers ta puissance intérieure. Merci d'avoir voyagé avec moi dans cet épisode de Mystère sacré du corps. Si cette exploration a résonné en toi et que tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à rejoindre les terres d'accueil, un espace dédié à la transformation, à la connexion et à l'éveil de ton potentiel profond. Rejoins notre alliance spirituelle et bienveillante sur Facebook, sur les terres d'accueil ou sur le groupe privé Future Enquêtrice de l'âme. Tu as aussi notre Insta, Lionel et Julie, les terres d'accueil, et notre site internet www.lesterresdaccueil.fr. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi, de ton énergie et laisse briller ta lumière.